aussi sahéliens, ouest-africains, des sujets d'intérêt ouest-africains, des sujets d'intérêt continentaux pour l'Afrique et même mondiaux. Je vais commencer par la scission, la polémique qui émane du coup d'État militaire qui s'est passé au Niger il y a quelques jours et qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Je voudrais dire que la bipolarisation qui a eu lieu entre d'une part la jeunesse africaine, les peuples africains, ouest-africains, sahélo-sahariens, d'une part, avec les putschistes, et d'autre part, les gouvernements de la CEDEAO et certains gouvernements occidentaux dirigés par la France, dont le chef de file est la France. Cette bipolarisation émane de nos réalités, de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons ici en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel. Nous avons le sentiment d'avoir besoin, de manière ardente et urgente, d'une redécolonisation de l'Afrique, d'une redécolonisation de nos pays sahélo-sahariens, de nos pays ouest-africains. Nous avons le sentiment d'avoir vécu après les indépendances, encore jusqu'à nos jours, des décennies d'une nouvelle forme de colonialisme dont les acteurs sont ceux qui nous dirigent. Nos acteurs sont de chez nous, les acteurs sont de chez nous, de cette colonisation, de cette néocolonisation. Car les démocraties de façade qui ont fleuri et essaimé un peu partout en Afrique de l'Ouest, elles sont restées des démocraties de façade. Les régimes issus de ces élections, souvent convenus, frauduleuses, contrôlées, les régimes qui en sont issus sont des régimes qui ont toujours traité les populations africaines comme on traite des populations colonisées. Comment on vit en Mauritanie, au Mali, en Guinée, au Niger, au Burkina Faso, un peu partout dans tous ces pays. On a toujours vécu les privations. On a vécu le chômage. On a vécu le délabrement des routes. On a vécu la destruction de l'enseignement. On a vécu la destruction de l'éducation. On a vécu et on continue à vivre la corruption, l'enrichissement illicite. On a vécu la confiscation des pouvoirs judiciaires et législatifs au profit des nomenclaturats qui ont investi le pouvoir exécutif à travers des fraudes organisées dans toutes les élections. Bon, l'exemple des élections du 13 mai 2023, élections législatives municipales et régionales en Mauritanie, sont des exemples très parlants. La jeunesse n'a plus de repères. Les jeunesses africaines, ils n'ont aucune foi, aucun espoir dans ces démocraties de façade qui se relaient au pouvoir et que certains pays occidentaux, dont la France en tête, veulent appeler des gouvernements démocratiques. Mais ce ne sont pas des gouvernements démocratiques. La France et l'Espagne ont félicité l'actuel chef de l'État mauritanien, Mohamed El-Ghazouani, lorsque lui-même, en tant que candidat,
et son mentor et prédécesseur, Mohamed Abdelaziz, dans la nuit du dépouillage, ils ont déclaré qu'il est vainqueur. La France et l'Espagne se sont empressés de féliciter et de reconnaître la victoire. De reconnaître la victoire déclarée par le juge et parti avant même que la CENI mauritanienne, qui est au pas du pouvoir, qui est sous les ordres du pouvoir, et le Conseil constitutionnel qui sont sur les ordres du pouvoir, la France et l'Espagne n'ont même pas attendu qu'ils se prononcent au moins pour maquiller leur partialité en faveur du candidat Mohamed Cheikh Ghazouani. Mais il est impossible que les peuples africains continuent à vivre. Les peuples ouest-africains continuent à vivre sous le joug de démocratie de façade. Je vous dis que pourquoi les populations sont enthousiastes lorsque les militaires ont renversé le pouvoir de la démocratie de façade au Mali, au Burkina Faso, et maintenant au Niger, et encore en Guinée. Parce que les populations ne croient plus à ces démocraties. La jeunesse ne croit plus à ces démocraties. Les populations et les jeunes sont à la recherche de sauveurs. Et si le sauveur est militaire, mais tant pis. Si le sauveur est un démocrate, mais tant mieux. Mais si les militaires, c'est tant pis. Il faut que la CEDEAO sache que la tentative de rallier l'opinion publique africaine à une intervention militaire au Niger contre les putschistes est un échec de prime abord. Il est impossible, toute l'opinion publique s'est totalement détachée des démocraties de façade. Ce sera un échec total. Les populations, les peuples africains de l'Afrique de l'Ouest, ils ont fait leur choix. Leur choix premier, c'est de vrais démocrates qui viennent au pouvoir à travers des élections libres et transparentes, de vrais opposants. Et cette option qui est idéale, elle est obstruée, verrouillée, refusée par les pouvoirs semblants démocratiques qui sont en Mauritanie, qui sont au Mali, qui sont au Niger, qui sont au Burkina Faso et dans d'autres pays. Parce qu'ils prennent le soin de frauder les élections, de les manipuler et de se reproduire par des élections frauduleuses. Donc, le fait de laisser démocratiquement le peuple choisir un leader, choisir des députés, des maires, des présidents, vous, le club des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, vous avez verrouillé cette possibilité. Et vous avez laissé une seule porte ouverte, c'est la porte de la violence. La violence populaire, sociale, indicible, qui est dévastatrice, ou la violence brute des militaires qui vont quand même renverser le pouvoir sans effusion de temps. Sans effusion de sang. Cette hypothèse est la meilleure pour le peuple. Elle est la moins coûteuse. Et elle a la seule porte. Et c'était ça l'objet de mes propos que j'avais dit ici en Mauritanie, après les élections du 13 mai passé, 2023, lorsque le pouvoir en Mauritanie a fait une fraude massive, insolente et inédite pour ces élections. J'ai dit que l'espoir d'un changement démocratique normal a été verrouillé
Bonjour l'audience, bonjour Monsieur le Président, c'est Monsieur BTV. J'ai juste deux questions. En tant que leader droit de l'hommiste, comparé parfois à Nelson Mandela, vous avez diagnostiqué le problème des Mauritaniens, parmi lesquels le problème des terres au Fouta. Vous savez, la Mauritanie est bien arrosée. Il y a des terres arables, mais malheureusement pour des problèmes de justice ou d'injustice, les terres ne sont plus exploitées. Elles ne sont plus accessibles aux dits propriétaires. Quelle est votre position en tant que droit de l'hommiste pour que ces terres-là soient exploitées par les populations autochtones du Fouta et que enfin que la Mauritanie puisse connaître l'autosuffisance alimentaire? Ma deuxième question, en tant que victime du général Abdul Aziz, êtes-vous aujourd'hui, en tant qu'également dans votre double casquette de chef de l'opposition et de droit de l'hommiste, êtes-vous pour sa mise à la guillotine, c'est-à-dire sa condamnation implacable, ou bien êtes-vous pour le respect strict de ses droits? Merci, Monsieur le Président. Bien sûr que pour tout prévenu, soit-il l'ex-président Mohamed Abdel Aziz, nous sommes pour la loi et strictement la loi. Nous sommes contre tout acharnement, contre tout ciblage, contre tout procès d'intention. Et d'ailleurs, c'est la preuve, c'est le motif qui nous a amenés à refuser de participer à la commission parlementaire qui voulait enquêter sur la gabégie prêtée à ce monsieur. Si on va faire une commission pour la gabégie, elle doit être destinée à tous les pays, à tous les protagonistes de la gestion du pays. Mais cibler une seule personne et vouloir vraiment l'isoler pour le condamner pour des buts politiques, pour un but politique. Ce qui est fait actuellement, nous en sommes totalement contre. Concernant les terres du Fouta, dès que les Foutanké sont privés, mais le pouvoir considère les Foutanké comme des étrangers. Le pouvoir considère les Foutanké comme des citoyens de seconde zone. Le pouvoir considère les Foutanké à travers même leur langue, leur culture, comme étant des gens inexistants. Où sont les langues nationales dans l'enseignement? Où sont les langues nationales dans la culture, dans les programmes de télévision et des radios? Où sont les cadres du Fouta dans l'administration? Où sont les Foutanké qui sont des magistrats, qui sont des officiers de police judiciaire, qui sont des officiers de la marine, de la garde, de la police des routes, de la gendarmerie, de l'armée nationale? Où sont les officiers de l'armée de l'air parmi vous? Les recrutements sont ici. Il y a toujours des recrutements qui sont monocolores. Où sont les Foutanké dans le système des banques, dans le système des affaires? Qui sont les hommes d'affaires Foutanké? Alors que c'est l'État lui-même qui fabrique des hommes d'affaires. Ah, je pense que le Fouta est une région, est une zone mauritanienne qui est considérée comme un homeland. Les homelands du temps de l'apartheid dans l'Afrique du Sud, les Noirs étaient parqués dans des homelands, dans une zone non viabilisée, des zones non aménagées, des zones non développées. Et je pense même que quand vous partez au tribunal à Kaïdi, à Selibabi, à Bababé, au commissariat de police, chez les préfets, vous avez trouvé des gens qui ne comprennent pas vos langues. Vous allez être jugé par des gens qui ne comprennent pas vos langues et vous ne comprenez pas leur langue. Je pense qu'il y a une homelandisation du Fouta. Mais bien que le Fouta a des laudateurs, c'est cadres laudateurs, c'est dignitaires laudateurs, c'est fils de grande famille laudateurs qui sont avec le système, qui font le fanfaronnage pour le système. Et
quand même, le Soudan est une zone totalement opprimée, totalement oppressée, totalement muselée, totalement isolée, totalement appauvrie. Voilà. Certes,